Le golfe de Fos se situe entre l'embouchure du Rhône et la baie de Marseille, en liaison directe avec l'étang de Berre. Cet espace marin est entouré par 4 zones urbaines et une multitude d'usines qui composent l'une des plus vastes zones industrielles ou portuaires d'Europe. Depuis la fin des années 60, les activités industrielles réparties sur une bande littorale de près de 40 km sont source de polluants du milieu marin qui peuvent contaminer certaines zones. Après 50 ans d'activité industrielle, des pêcheurs et des plaisanciers se sont inquiétés de l'état environnemental du golfe. Un partenariat inédit s'est alors créé entre usagers de la mer, chercheurs et collectivités pour conduire une vaste étude d'imprégnation des poissons. Parmi la cinquantaine de composés mesurés, cette étude a identifié un type de polluant très particulier, les sous-produits de chloration. Ces molécules proviennent de l'utilisation de l'eau de mer par les terminaux méthaniers, la sidérurgie et les centrales électriques, qui ont besoin de réchauffer ou de refroidir leurs installations. Le chlore est ajouté à l'eau de mer pour éviter la prolifération d'algues et de coquillages dans les conduites. Les sous-produits de chloration sont connus pour être toxiques pour l'environnement, voire pour la santé humaine. Si les concentrations sont relativement limitées au niveau des exutoires, les volumes d'eau chlorée peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par heure. Cela pose de nouvelles questions au sein de la communauté scientifique et parmi les citoyens, qui observent par ailleurs des dégradations du milieu. Mon intime conviction, mais moi je ne suis pas chercheur ni rien, je pense que c'est le chlore qui tue les herbiers. Et à partir de là, même quand les moules se reproduisent, ou les huîtres d'ailleurs c'est pareil, même les palourdes, là l'état se barre, il n'y a rien qui la retient. Tu en retrouves là où il y a un caillou par exemple, avec autre tu vas trouver des moules. Ou là il y a un obstacle qui arrête l'étance, et là ça va se reproduire, sinon ça part et voilà. Et moi à mon avis, c'est comme ça que ça marche maintenant. Pour répondre à ces questions, le projet FOSSI a fait l'objet d'un financement de l'ANR et de la région Sud-PACA et réunit un consortium de laboratoires de recherche et d'acteurs locaux. Alors FOSSI, l'objectif c'est de comprendre ce que deviennent les rejets de l'électrochloration qui est fait par beaucoup d'usines autour du golfe de Fos. Donc ils rejettent des quantités importantes de chlore. Et on aimerait savoir ce que ça devient. Est-ce que c'est dangereux pour l'environnement, pour la santé? Le chlore peut réagir avec l'ammonium pour former des bromamines. Il réagit aussi très vite avec le brome présent dans l'eau de mer, qui devient du brome libre. Ce brome libre rencontre alors toutes les espèces organiques présentes dans l'eau, issues des organismes vivants comme des pollutions humaines, et forme ce qu'on appelle des sous-produits de chloration. Le projet rassemble plusieurs équipes. Donc on a l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie qui va travailler sur la partie génotoxicité, voir si les molécules qu'on aura nous identifiées sont génotoxiques. On a l'Université de Toulon, le laboratoire Proté, qui lui travaille justement sur l'écotoxicité. Donc ils ont étudié l'impact de ces molécules sur le développement des oursins et des moules. On a EDF, alors EDF, le laboratoire de recherche et développement d'EDF, qui travaille sur la partie analyse des composés organolégénés totaux. Et puis nous, donc, on fait toute la partie analyse chimique dans l'eau, dans l'air, dans les poissons, les oursins, les sédiments. Donc justement pour voir si ces molécules éventuellement s'agglomèrent, enfin se concentrent dans ces organismes ou dans ces sédiments. Au niveau territorial, la société LNJ est le site industriel d'expérimentation. L'Institut éco-citoyen, quant à lui, réalise les campagnes en mer, coordonne les interventions en milieu industriel et organise l'action de recherche participative. En étant à l'initiative des études les plus récentes sur les contaminants du milieu marin, les citoyens ont été impliqués au processus de recherche dès l'origine du projet. Les volontaires sont regroupés au sein de l'Observatoire citoyen de l'environnement Voce. Ils réalisent des mesures régulières de paramètres hydrologiques en mer et observent la faune et la flore sous-marine. L'Observatoire Voce dispose du label Repère sur le dispositif de sciences participatives, qui a été créé avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Là, on fait des mesures des paramètres hydrologiques de l'eau dans le golfe de Fos. On fait ça à l'aide d'un citoyen volontaire qui, en s'inscrivant dans le réseau d'observation citoyenne de l'environnement, nous accompagne en bateau dans le golfe de Fos pour faire ces mesures. Le projet s'organise en 2 grandes phases. Tout d'abord, il s'agit de chercher les composés dans l'eau et dans l'air, pour savoir comment ils réagissent, en quoi ils se transforment et où ils se dispersent. La seconde phase consiste à étudier la toxicité des polluants qu'on a identifiés, c'est-à-dire à observer l'effet de ces composés sur des êtres vivants. Pour étudier la chimie des sous-produits de chloration dans l'eau et les sédiments, 6 campagnes en mer et dans le Rhône ont été réalisées au cours des 3 années du projet. Donc on a une sonde qui est multiparamètre, donc c'est une sonde qui mesure la profondeur en même temps que la température,
le taux de chlorophylle, l'oxygène dissous, etc. Et ça nous permet de la salinité aussi, et ça nous permet de connaître un peu les conditions de l'eau en fait. Si on a affaire à de l'eau salée, plutôt une entrée d'eau douce, des choses comme ça, à quelle température on peut se trouver. Et aussi connaître la profondeur pour savoir où est-ce qu'on va effectuer les prélèvements d'eau. L'autre sonde qu'on a utilisée en dernier, là, pour cette fois, c'était un courantomètre. Donc lui, il permet de compléter un peu les résultats de la sonde multiparamètres en nous disant dans quel sens et à quelle vitesse va le courant. Et à partir de là, on peut essayer ça peut appuyer des hypothèses de savoir si l'eau qu'on a prélevée provient des émissaires ou pas. Eh bien, on effectue plusieurs points de prélèvement dans le golfe de Fos pour quadriller un petit peu tout le golfe. Et l'idée, en fait, c'est de récupérer de l'eau pour doser tous les produits qui peuvent se former après chloration de l'eau de mer par les industriels. Et après, de faire, de regarder en fait le panache de pollution à travers le golfe en fonction des conditions météo. Là, on a préparé la benne à sédiments. C'est un petit appareil qui va nous aider à faire le prélèvement de sédiments. Du coup, le principe il est très simple. Ça va prendre un morceau de sédiment qui se trouve au fond. Je vais envoyer la benne. Quand elle touche la fond, je vais envoyer un messager. Et ça. J'envoie le messager. Il va tomber ici. L'impact va faire que ces deux vont fermer. Et quand ils vont fermer, ils vont prendre un morceau de sédiment. Pour être analysées, les matières prélevées doivent être préparées, c'est-à-dire transformées en une forme adaptée au fonctionnement des analyseurs. Donc le traitement de sédiments a commencé avec la préparation des échantillons et le séchage. Ensuite, on a introduit le sédiment sec dans la cellule d'extraction accélérée par solvant, LAS. Ensuite, on a passé les cellules contenant des sédiments secs dans la machine de LAS et on a extrait les sédiments avec un certain volume de solvant qui est équivalent à 60 ml. Avec le turbovap, on a concentré le solvant, l'extrait, et on a passé d'un volume de 60 ml à un volume de 1 ml. Finalement, le 1 ml qu'on va obtenir, il sera traité, il sera analysé avec plusieurs techniques analytiques, comme la chromatographie gaz ou bien la chromatographie liquide, couplée avec plusieurs détecteurs pour pouvoir détecter et identifier le plus de polluants possible. L'étude des sous-produits de chloration dans l'air suit la même logique de prélèvement et de mesure, en faisant appel à des techniques très différentes. Chaque composé a des propriétés physico-chimiques particulières, et notamment un composé qui est dans l'eau peut se transférer dans l'air parce qu'il va être plus volatile ou moins soluble. Donc si on associe ces mesures atmosphériques, c'est pour avoir une image complète des niveaux de certains polluants dans l'environnement en général. Il se peut que des composés ne soient pas trouvés dans l'eau parce que justement ils ont tendance à dégazer de l'eau et à se retrouver plutôt dans l'air. Donc nous on a installé un analyseur de gaz, donc de composés organiques volatiles. Cet analyseur il analyse en continu la composition de l'air et on aura une donnée donc en temps réel toutes les minutes de la composition de l'air qui est sur le site. Donc pour les prélèvements d'air en bateau, en fait, on utilise des canistères. Donc le canistère, ça va être une bonbonne sous vide. En l'ouvrant, va aspirer l'air donc présent à l'endroit à un instant T. Et grâce à cet appareil, donc on appelle un PTR TOF-MS pour le nom barbare, va nous permettre en fait d'analyser ce qu'on a dans l'air pris dans le canistère. Et lui va nous montrer le poids des molécules qu'on va trouver et après ce sera à nous de remonter à essayer de trouver quelle molécule correspond à ce poids. Les premiers résultats ont été communiqués à la fin de l'année 2018, à l'occasion d'un comité de suivi territorial à Fos-sur-Mer. Ce comité réunit les organisations scientifiques, les associations d'usagers et de défense de l'environnement, les opérateurs industriels, les collectivités et les gestionnaires de milieux. À partir des mesures météo, de l'hydrologie et d'analyse des polluants, les données définissent des pistes de recherche à développer. Par exemple, la campagne de prélèvement de juin 2018 s'est déroulée sous des conditions de brise thermique, c'est-à-dire une alternance entre une brise de mer le jour, avec le vent qui souffle de la mer vers la terre, et l'inverse la nuit. C'était des conditions calmes qui n'entraînent pas de courant important. Au niveau de la salinité, on peut voir dans ces conditions les entrées d'eau douce provenant du canal du Rhône à Fos et de l'étang de Berre. Cependant, les conditions hydrologiques, notamment la salinité, la température, sont extrêmement variables dans le golfe de Fos,
selon les zones et d'un jour à l'autre, en fonction des vents, qui peuvent aussi entraîner des entrées importantes d'eau douce du Rhône. Ces changements parfois brutaux peuvent avoir des conséquences importantes sur la dispersion des sous-produits de chloration. Ici, chaque couleur représente un composé différent, mesuré en juin 2018 dans les eaux à chaque point de rejet. À gauche, en concentration, et à droite, en pourcentage. On voit que le bromoforme est presque partout le composé majoritaire dans l'eau. Sauf à certains endroits, ce sont le bromoacétonitrile et l'acide tribomoacétique qui sont majoritaires. À ces endroits, le bromoforme s'est probablement déjà volatilisé, et le bromoacétonitrile et l'acide tribomoacétique, qui sont moins volatiles, sont les seuls à rester encore dans l'eau. Il faut noter l'hydrate de bromale, qui n'est pas retrouvé partout, mais qui est parfois important. Il n'avait encore jamais été identifié dans des rejets d'eau chlorée. C'est un composé génotoxique, mais à des concentrations normalement plus élevées que celles retrouvées ici. Dans l'air, nous avons effectué 3 séries de mesures en continu du bromoforme en 2017-2018 au niveau du terminal méthanier LNG Cavao. Par exemple, pendant les mesures d'octobre 2017, on peut voir que le terminal a fonctionné à des biconstants de 10 000 m3 par heure d'eau de mer. Pourtant, on observe des variations importantes de la concentration en bromoforme dans l'air au niveau du rejet. Ces brusques augmentations de concentration correspondent à un changement de la direction du vent, qui oriente les émissions de bromoforme depuis les unités de regazéification directement vers l'appareil de mesure. La présence de ces polluants dans les différents compartiments de l'écosystème marin, eau, sédiments, air, pose la question de leur effet sur le vivant. D'où ça vient qu'il y a eu la disparition des moules, des essaims de moules dans le Golfe, depuis pratiquement toute l'installation, les installations de ces usines, hein, que ce soit GDF LNG, que ce soit Combi Golf, que ce soit... ça a disparu dans le Golfe. Donc, auriez-vous une explication? Auriez-vous des éléments qui puissent dire quelque chose? Comment ça se fait? Les oursins vont être mis en contact avec les molécules qu'on a identifiées et on va étudier l'impact sur leur développement. Donc il y aura un début de réponse à ce que vous me posez dans les présentations qui suivent. Donc sur les oursins, sur les moules, on ne travaille pas sur les moules. On va chercher l'année 2009, on va aller chercher dans les moules si ces molécules sont présentes. J'aurai peut-être encore du coup une réponse à vous apporter. Parce que si on n'en trouve pas dans les moules, on ne pourra pas dire, enfin du coup on pourra déjà quand même exclure le rejet d'eau chlorée ayant eu un impact sur les moules. Parmi la quinzaine de produits recherchés, le tribromophénol a été retrouvé dans les organismes marins. On a pu remarquer que, comme beaucoup de polluants organiques tels que les PCB, ils s'accumulent préférentiellement dans les graisses. Dans le muscle de congre, comme dans les gonades d'oursin, le tribromophénol est nettement plus concentré dans les organismes pêchés à fosse que dans des lieux moins exposés au rejet de chlore, comme Sète, Gien ou la Corse. Cela montre donc une surexposition des organismes du golfe de Fos aux sous-produits de chloration issus des rejets industriels. Cela peut donc avoir des impacts sur l'écosystème à plus ou moins long terme. Les micro-organismes, si on prend la mer au loin, loin de la côte, c'est pas seulement l'essentiel du nombre, il y en a 1 million par goutte d'eau, c'est aussi l'essentiel de la masse, du poids. 95% de la biomasse est invisible à l'œil nu en Méditerranée. Donc ça veut dire que si on prend toutes les baleines, tous les poissons, c'est beaucoup moins que tous les micro-organismes. Donc forcément, ils ont un rôle très important dans le fonctionnement du système. Ils assurent des fonctions que seuls des micro-organismes peuvent assurer. Alors ces organismes-là, ils sont tout petits, très nombreux, très diversifiés, et ils se reproduisent très très vite. Ils ont un temps de vie, un temps de reproduction qui est de quelques heures à quelques jours. Donc quand leur environnement varie, on a énormément d'espèces différentes qui se reproduisent très vite, et donc on a beaucoup de chances d'en trouver quelques-uns qui répondent à la perturbation. Donc ce sont vraiment de bons indicateurs de perturbation environnementale. Il faut comprendre ça dans une démarche d'écologie. Il faut d'abord préciser la réponse spécifique à ces composés-là. Ça, on le fait en laboratoire. On ajoute des composés spécifiques, comme ça, par exemple du bromoforme, à des concentrations de plus en plus élevées, et on voit quelle concentration il faut ajouter pour voir un effet, une mortalité ou une réduction de croissance. Ça, c'est la première réponse. Oui, on a des réponses, ça n'avait jamais été caractérisé auparavant, on le fait avec les communautés telles qu'elles sont dans l'eau de mer, on est capable de dire quand ça répond. Maintenant, ça, il faut essayer de le transposer au terrain, à la réalité de l'environnement. Et là, c'est plus complexe.
Les concentrations auxquelles les micro-organismes répondent à court terme, c'est 1000 fois ce qu'il y a dans le golfe de Fos. Donc oui, il y a une réponse, oui, il y a une toxicité. Dans la réalité du golfe de Fos, la représentativité de la contamination, par rapport aux autres variables environnementales, elle est plus faible. Ce qu'on voit avec 5 campagnes réalisées pour le moment, c'est que clairement, on est capable statistiquement de mettre en lien les rejets de sous-produits de chloration avec les distributions. Mais c'est surtout une influence minime par rapport aux autres variables de l'environnement. On a eu la chance de pouvoir participer à des campagnes où les conditions étaient très contrastées en termes de saison, en termes d'apport du Rhône, donc en termes de salinité qui est très contraignante pour les micro-organismes, en termes de ressources nutritives. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que ces gradients de salinité et de ressources nutritives sont plus importants que les sous-produits de chloration rejetés. Alors au laboratoire, on va récupérer les œufs et le sperme des oursins pour pouvoir faire des fécondations après au labo et pouvoir contrôler après. En fait, on va exposer les larves de ces oursins aux sous-produits de chloration à différentes concentrations et on va regarder l'écotoxicité, donc juste l'impact en fait direct que vont avoir ces polluants sur la croissance, sur les malformations, l'impact en fait visuel tout simplement. Et ensuite, plus tard, on regardera aussi tout ce qui est expression de gènes. On sait un petit peu comment, ce qu'ils mettent en place pour réagir, pour surmonter cette pollution. Et en fait, on compare la réponse des descendants, des oursins en fait, du golfe avec des oursins qu'on va pêcher dans un site protégé ou du moins pas pollué aux sous-produits de chloration pour voir s'il y a une différence de tolérance à la pollution. On a testé 3 molécules qui sont emblématiques des polluants qu'on trouve dans Fos. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient toutes un effet sur le développement larvaire. Donc elles sont cytotoxiques. Sauf qu'elles sont cytotoxiques à des concentrations qui sont très très importantes, qui dépassent 100 000 fois les concentrations qu'on trouve dans l'environnement de Fos. On a testé 3 individuellement et on a testé un mélange, différents types de mélanges. Évidemment, le mélange est plus toxique que chacune des molécules seules. Pour autant, elles sont toxiques à des concentrations qui sont encore très fortes. Les oursins, les larves qui ont été produites par les adultes qu'on a prélevés dans le golfe de Fos, elles sont plus résistantes que les larves qui sont issues d'individus adultes prélevés dans un autre site. Donc il y a un effet comme ça d'acclimatation et d'adaptation des oursins de Fos à leur environnement. Alors l'oursin, c'est un organisme qu'on trouve dans beaucoup de milieux différents qui sont parfois pollués, parfois très pollués, donc on sait que ça résiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un organisme qui produit des larves dans l'environnement. Donc les larves se dispersent dans la mer, et puis quand elles sont suffisamment grandes, elles vont recruter un endroit. Donc quand elles arrivent à leur futur endroit de vie d'adulte, il y a des grandes chances qu'une partie des larves soit sélectionnée par le milieu, et que ce qui reste, ce sont les plus aptes. Donc les plus aptes, et donc elles répondront, elles sauront survivre dans un milieu pollué. Voilà, donc on voit une différence, donc on ne sait pas si c'est lié à une adaptation, une sélection des plus aptes, ou si c'est juste une plasticité phénotypique, une aptitude innée de l'organisme à pouvoir s'acclimater à des endroits très différents. Après 3 ans d'études et de concertation avec les usagers de la mer, les résultats du projet FOSSI apportent une connaissance intégrée des contaminants chlorés, de leur transfert entre milieux et de leur toxicité. Alors on a identifié plus d'une quinzaine de molécules, dont 3 molécules qui n'avaient jamais été identifiées en milieu marin dans des rejets de chloration, donc des composés iodés, des composés comme l'hydrate de bromale aussi, qui était un composé qui autrefois était utilisé comme anesthésiant et qu'on retrouve quand même en grande quantité dans tous les rejets. Bon, c'est une molécule qui est toxique mais qui a une durée de vie très courte et qui se transforme très rapidement en bromoforme. Et ce bromoforme qu'on a retrouvé dans l'eau, on l'a retrouvé dans aucun organisme marin. En fait, c'est un composé qui est très volatile, donc une fois qu'il est formé dans l'eau, le bromoforme, on l'a retrouvé directement dans l'air. Donc il n'y a pas de phénomène de bioaccumulation dans les poissons, ou les oursins, ou les moules. Voilà, plus d'une quinzaine de composés identifiés. Chacun a une toxicité propre, mais on a pu également
Karine a pu montrer aussi un effet synergique entre les molécules. Donc voilà, ça pose aussi des questions pour le futur. Effectivement, on a fait un mélange cocktail que de 3 molécules. Ça pourrait aussi être intéressant pour le futur de faire des expérimentations avec les 15 molécules qu'on a identifiées pour voir si la toxicité est encore plus importante ou pas. Du point de vue de l'Institut, c'est un sujet qui a été initié par des demandes citoyennes qui s'inquiétaient de nouvelles installations utilisant des grands débits d'eau chlorée. Et que ça fait partie aussi, ça doit être intégré dans la démarche, et que maintenant les citoyens ont participé à l'étude par des observations de la vie sous-marine ou des observations des paramètres physico-chimiques, et qu'il faut que ça se poursuive, parce que c'est une surveillance par la population locale de l'état du Golfe en fait. Alors clairement, la participation citoyenne, c'est un atout pour le projet. D'une part, en termes de données scientifiques, il y a une connaissance qui commence à s'étoffer sur les conditions hydrologiques du Golfe, ou qui sont mesurées tous les mois. Donc on commence à connaître un peu les niveaux habituels qu'on doit rencontrer, et ça nous permet, quand nous on part en campagne, de nous situer par rapport à ça, quoi. C'est une observation qui s'est montée pendant le projet, par les citoyens, et qui va servir un peu de sentinelle entre guillemets ou de surveillance régulière par la population locale du milieu sur le bord duquel elles vivent, quoi. Au niveau du territoire, oui, la première chose, c'est que ça donne un exemple ou un outil par rapport à la démarche scientifique qui est nécessaire à étudier les impacts environnementaux des industries dans le Golfe. Et en ce sens, avec la mise en place du contrat de Golfe, de l'extension du contrat de baie de Marseille au Golfe de Fos, il faut que ce soit étendu, il faut que ce soit poursuivi sur le chlore, mais il faut que ce soit étendu aussi à d'autres pollutions du type métallique, hydrocarbures, etc. Ce qui ressort de ces études puisse être traduit en termes réglementaires et qui puisse s'adapter sur des grandes zones industrielles comme celle de Fos, où en fait on n'est pas sur une usine ou une installation unique, mais sur des dizaines d'installations, et qu'il faut prendre en compte le cumul de leurs rejets pour évaluer vraiment l'impact réel sur le milieu, quoi. Ça pourra servir de base dans le futur, s'il y a de futures implantations, de futures études, de futurs projets sur les aménagements divers et variés du Golfe de Fos. Et ça pourra bien sûr servir aussi à d'autres régions du monde où les situations sont un peu comparables, avec des rejets de chlore, etc., quoi. Le projet FOSSI montre concrètement comment des préoccupations locales sur l'environnement peuvent être traduites en questions de recherche. Il en résulte une connaissance partagée entre scientifiques, citoyens et collectivités pour mieux prévenir les risques liés à l'utilisation du chlore.